Voilà 5 erreurs qui fait que tes photos de paysage sont juste... Oui je sais, c'est déjà le titre de la vidéo, je me suis pas cassé la tête sur la phase d'intro, mais au moins tu sais de quoi on va parler. J'ai abordé beaucoup de genres sur la chaîne, du portrait à la photo de rue dans lesquels je me spécialise, en passant par l'urbex, la mode ou encore le culinaire. J'ai même fait une vidéo sur la photo de chat, non pas animalière, juste les chats. Et pourtant j'ai jamais parlé en profondeur de la photo de paysage. Quand j'ai commencé la chaîne, j'habitais encore en Australie, c'était d'ailleurs le plan, t'emmener avec moi dans la pampa du pays des kangourous, mais j'ai jamais eu l'occasion. En rentrant en France, il y a eu ce petit truc de confinement là, et puis j'ai aussi voulu mettre un peu le holà au voyage un peu partout. Il y a quelques mois, je suis parti travailler au Japon où j'ai pu suivre Nico, dont c'est la spécialité, en plus de la photo d'archi, et ça m'a replongé dans cet univers. Je suis en train de me réimmerger dans les photos que j'ai prises là-bas et j'avais envie de partager les leçons que j'ai réapprises en parcourant ces images. Erreur numéro 1. Penser que le matériel utilisé est super important, mais surtout penser que le matériel a pas d'importance. Comme dans tous les genres, la plupart des gens pensent que leur appareil, plus c'est un avion de chasse, meilleur sera l'image, non. La focale utilisée, elle est capitale. Mais dès lors que tu as un appareil photo qui dispose d'un mode manuel ou semi-auto, ce qui est important, c'est pas le matériel, c'est ta maîtrise du matériel, la réactivité que tu vas en tirer. Je sais qu'on s'imagine que la photo de paysage, c'est chill, tu t'installes tranquille, hop, tu patientes, ouais bah c'est pas toujours ça. Hein. On va reparler de la lumière, hein, mais celle qui fait la différence, celle que toi tu cherches, elle est souvent dispo juste quelques instants. Si t'es pas capable de réagir vite sur les réglages de ton appareil, tu vas louper l'occasion. Je peux te dire ma façon de faire, hein, après je pense que chacun a la sienne. Pour moi, ce que j'ai à gérer en priorité, c'est le focus. La majorité des cas, je shoot donc en priorité ouverture. Exemple ici, même à ouverture égale, la mise au point, la gestion du plan focal, elle n'est pas la même selon ce que je veux intégrer dans mon image, entre juste l'horizon ou si je veux placer des éléments au premier plan, comme les petits bateaux. La vitesse au final, vu qu'on est sur trépied, on s'en bat un peu les steaks, sauf si vraiment tu as du mouvement à gérer. Les ISO, je peux les laisser en auto, mais attention quand tu utilises les ISO auto, pense toujours à lui mettre une limite à ne pas dépasser. Et ensuite, je vais plutôt jouer avec la compensation d'exposition pour faire mes ajustements. Voilà, ça c'est ma config en mode j'ai pas le temps. Évidemment, dès que je peux me poser et que je suis pas à la minute, je vais plutôt partir sur du manuel, surtout pour les ISO, essayer de les descendre au max pour avoir la meilleure définition possible. Donc au final, ça sert pas à grand chose de plus d'avoir un appareil qui te coûte un bras. Oui, tu auras des modes auto plus performants qui te permettra de gagner du temps, justement, ou vraiment c'est une histoire de capteur avec un gros nombre de pixels qui va te permettre d'imprimer tes images dans de meilleures qualités, mais c'est pas tout le monde qui a ses besoins. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas savoir changer de regard. Et oui, on reste sur du matos en parlant de focale. La question des débutants, c'est toujours « Hey, quel objectif pour le paysage ?» T'as plein de photographes qui vont te répondre « Il te faut un grand angle. » Et oui, je suis plutôt d'accord, quand t'es face à des merveilles de la nature, on peut se dire qu'il faut en capturer un maximum pour immerger le lecteur dans l'image qu'on va en faire et lui faire ressentir l'immensité de ce qu'on a vu, et donc on a besoin d'un angle de vision maximum. Ici par exemple, je suis carrément à l'ultra grand angle, au 12 mm. Observe comme on a l'impression, accompagné par le mouvement curve des nuages, merci à eux, d'être embarqué vers la pagode au centre de l'image. Tant qu'à faire d'être dans la review de cette photo, au niveau de ce que je trouve plus regrettable ici, déjà l'exposition, je la trouve pas très bien gérée dans les hautes lumières, là au niveau des nuages. J'ai aussi centré la pagode et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de casser la symétrie avec l'arbre sur le côté, mais au final ça casse surtout la balance naturelle sur l'image. Il y a trop de poids de ce côté-ci et ça aurait été mieux je pense avec seulement la pagode qui trônerait fièrement sur une mer d'arbres. Si tu captes pas trop ce que je viens de dire sur la balance d'une image, je te conseille cette vidéo sur la composition qui t'expliquera tout ça. Et tant qu'à faire d'être dans les rappels, ce 12 mm, il est pas à moi, je l'avais loué chez Pixlock, comme ça fait un petit moment que j'ai pas parlé d'eux, bah vas-y. Avant de dépenser des milliers d'euros dans un objectif, tu peux le louer pour seulement quelques dizaines d'euros. Et ouais, ça fait une sacrée différence. Voilà, ils livrent dans toute la France, je te laisse aller voir cette vidéo, voilà, qui t'explique tout. T'as leur site en description, t'as même un code promo de 20% pour toutes tes commandes. Si c'est pas fantastique ça. Ça me fait penser que ça fait un moment que je suis pas allé leur piquer des objectifs moi. Mais t'es pas obligé d'aller leur prendre El Famoso 16-35 mm qui couvre les focales qu'on conseille généralement en photo de paysage. C'est comme la street photo où on jure que par le 50 mm ou le 35 mm, c'est une base oui, mais ne pas vouloir sortir de cette vision, c'est quand même se mettre une énorme limitation. Utiliser un téléobjectif, ici un 150 mm par exemple, ça donne une perspective totalement différente à tes images, de par la compression des plans totalement différente, ou la capacité à se focaliser sur des détails, et par conséquent à simplifier ses compositions.
Erreur numéro 3, la composition. Bon, alors sur ce sujet, on pourrait lister des centaines d'erreurs, mais la principale pour moi, après je sais pas si c'est tant une erreur plus qu'un goût personnel, mais... Cette photo, elle est faite à Shirakawa-go. C'est un village de maisons traditionnelles en toit de chaume japonais. C'est magnifique à visiter. Le sujet, les maisons, c'est top. L'exécution, par contre, il y a trop de détails parasites dans cette image. J'ai cru que ce serait une bonne idée d'étendre le sujet avec la réflexion dans la rizière, ce qui est pas mal. Mais du coup, mon placement me fait avoir dans l'image plein de détails parasites du village dans le fond. Il y a beaucoup trop d'éléments, la lecture est pas facile, j'arrive pas à accrocher à cette photo. Alors oui, je pourrais potentiellement faire un travail dans Photoshop pour éliminer quelques-uns de ces éléments, mais même la devanture de la maison fourmille de petits détails sur lesquels l'œil va buter lors de son passage dessus. Il y a des images sur lesquelles la complexité de la texture, ou même de l'ensemble, c'est justement le sujet de la photo. C'est volontaire de la part du photographe. Ici, pour moi, j'ai juste l'impression que c'est brouillon. Et mon erreur, du coup, elle est là. On pense tous, au moment de cadrer, à ce qu'on veut mettre dans l'image. Alors qu'on devrait tous, en tant que photographe, se concentrer surtout sur ce qu'on ne veut pas dans notre cadre. Je pense que la version de nuit est bien meilleure. Alors on est encore très riche en détails, j'ai pas forcément sacrifié là-dessus. Ça reste une image dense. Mais j'ai éliminé les détails qui étaient parasites à la lecture. Il n'y a plus d'éléments dans le fond, la devanture de la maison elle reste chargée, mais moins avec des micro détails. Il y a aussi des choses qui se jouent à ton positionnement, juste à quelques centimètres près. Ici on a une meilleure compréhension des trois maisons distinctivement. Les trois sujets se détachent l'un de l'autre. Tu l'avais remarqué ici, sur la version de jour? Là il est inséré dans l'autre maison, on n'y voit rien. Et j'ai juste eu à me décaler de moins d'1 mètre sur le côté. Pour être honnête, je préfère la version portrait de cette image. Tiens, petit conseil gratuit, essaye de toujours shooter plus large que ce que tu veux, parce que tu peux toujours cropper, mais c'est plus complexe de recréer de la matière que t'as pas. Alors c'est pas forcément vrai dans tous les cas, d'accord, mais en photo de paysage, vraiment, je pense que tu y gagnes en simplifiant au maximum tes images, en sortant du « waouh, c'est trop chouette, j'ai envie de tout montrer ». Et que ce soit pour le paysage ou n'importe quel genre, de toute façon ton devoir quand tu regardes dans le viseur de ton appareil, c'est comment je facilite et je dirige la lecture de l'image que je vais prendre. Ouais, Shirakawa-go, c'était vraiment superbe. On devrait y aller dans le workshop photo au Japon de février prochain. Je sais pas s'il reste des places à l'heure où je publie la vidéo, mais si tu veux venir shooter avec Nico et moi, t'as un lien dans la description. Comment je peux formuler l'erreur numéro 4 ? C'est de penser que la qualité de ta photo de paysage dépend du lieu que tu photographies. Déjà, il faut sortir de cette pression qu'on se donne en voyant d'autres photographes qui vont à l'autre bout du monde et se dire qu'il n'y a que ça pour amener des images de folie. Et ça, c'est vraiment le conseil qu'il faut que je m'applique à moi-même, très clairement. Regarde, la majorité de mon audience francophone, elle est en France, en Suisse et en Belgique. Et ben, t'as des trucs de dingue juste en sortant de chez toi. La France est un des plus beaux pays du monde, c'est même pas du chauvinisme pour le coup, c'est pas pour rien qu'on est une des destinations touristiques les plus prisées. La Suisse, mais les paysages de montagne en Suisse, mais c'est quel niveau de dinguerie. Et la Belgique, bon, bah vous, bon, vous pouvez traverser la frontière et venir nous voir, ou aller en Suisse. Désolé. Toutes ces destinations autour de la planète, ces photos magnifiques, dans la plupart des cas, merci Instagram, les images sont belles, mais sans aucune originalité. Toutes les images que j'ai faites de la pagode, là, avec le mont Fuji en fond, elles sont chouettes. Mais quand je les regarde, je peux pas m'empêcher de me dire mais c'est déjà vu 1000 fois. C'est dû au lieu que maintenant c'est un spot super connu. T'as même un petit présentoir où tu dois prendre tes photos avec tous les autres touristes. Et au niveau lumière, là, les images que j'ai faites sont pas exceptionnelles, mais de toute façon, t'as des horaires auxquels t'as le droit d'y accéder. Et la vérité, elle est là. La lumière est 10 fois plus importante que le paysage en lui-même. C'est elle qui sublime un endroit. Comment tu peux faire une bonne photo originale d'un endroit ultra connu, beau, mais déjà photographié 1000 fois? C'est la quantité d'efforts que tu vas faire sur la logistique. On va partir pour un spot, un observatoire en haut. Et on va attendre plusieurs heures jusqu'à ce qu'on ait la Milky Way. On essaie, ouais, 22 heures plus ou moins dans le cadrage qu'on a prévu. Et il y a un autre cadrage à 1h du matin, minuit celui-là. Ok, oui, tu ne vois rien, mais en fait, ça, c'est un village. Ok, là, tu ne vois rien non plus, mais il y a Nico. On n'a pas encore les étoiles. Ici, la Voie lactée, elle passe très tard, donc on fait d'abord des petites photos de nuit. J'ai un petit ice coco. On va essayer d'avoir cette maison. Nico est déjà
sur le terrain, là il est chaud. Est-ce que tu vas te lever ou rentrer à des heures pas possibles pour aller chercher la lumière spécifique qui est là que pendant quelques minutes? Est-ce que tu vas faire des heures de recherche pour trouver le bon spot où tu as un angle de vue original par rapport aux autres, même s'il est difficile à atteindre? Et bah pour ça la technologie c'est ton ami et Nico m'a fait découvrir plein de nouvelles apps. Donc moi quand je veux essayer de trouver des lieux photos, que ce soit pour le paysage ou les buildings, je regarde pas mal évidemment des livres photos, que ce soit des japonais ou ailleurs. Je regarde un petit peu Insta mais je suis moins fan. Et je regarde pas mal 500px. 500px c'est quand même pas mal de belles photos quand tu cherches et tu peux au moins avoir la localisation et de temps en temps même les gens mettent la localisation du spot. Puis après de ça je regarde sur Google Earth plus ou moins comment je pourrais prendre ma photo, avoir une idée. Certaines choses que tu peux calculer comme le lever du soleil ou le coucher du soleil ou j'utilise des apps comme Photopills. Mon Fuji par exemple ici, voilà, donc il est là. Après on peut placer l'endroit d'où on souhaite prendre la photo. Le soleil, le lever, coucher de soleil, la distance qu'il y a entre les deux points, les heures bleues, heures dorées, puis la visibilité du cœur galactique. Si tu sais que tu vas avoir telle photo par exemple d'un tel lever de soleil ou une levée de lune sur tel bâtiment, tu peux la planifier en avance, quoi. Tu sais te dire que tiens, ce jour-là, je voudrais que la lune soit entre ces deux buildings. Tu sais directement planifier tout ça. L'app ici, je leur dis, c'est Photopills, vraiment une super app pour faire plein de trucs. Dans le même genre, tu as aussi Sun Surveyor. Si tu cherches juste spécifiquement la Voie lactée Stellarium, tu as aussi 1 million d'applications météo où tu peux checker par exemple la pression atmosphérique et l'humidité pour savoir où tu vas avoir du brouillard et créer des ambiances dans tes photos. Tu as une app, Monumental Tree, juste dédiée à recenser tous les arbres qui ont de la gueule selon la localisation où tu te trouves. Ou même simplement Google Earth pour se balader et repérer des spots comme le disait Nico. T'en as des tas et là je te laisse faire tes recherches. On arrive à la dernière erreur, ma préférée je dois le dire, c'est de penser qu'une photo de paysage n'est qu'une image représentant un paysage. Ok, j'avoue, celle-là, elle est capillotractée, et oui, on va parler plus de goût personnel, j'imagine, que de faute véritable, mais si tu suis la chaîne, tu sais déjà ce que je vais dire. Il y a une différence entre une image, ce que tout le monde peut faire en pointant et en appuyant sur un bouton, et une photographie, censée être une œuvre de l'esprit. Derrière la photo, il y a un photographe avec une intention. Alors oui, attention, je modère, une belle photo de paysage peut être une œuvre purement esthétique. C'est waouh, c'est joli, ça fait beau sur mon mur. Et attention, il n'y a aucun mal à ça, il faut du talent, voir les points précédents, et si c'est ça que tu cherches, et bah kudos. Moi je suis portraitiste et photographe de rue, et en fait le genre importe peu. Ce que j'aime, c'est raconter une histoire avec une image fixe, et faire passer une émotion. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi faire en représentant des éléments de la nature. Tu connais forcément cette peinture de Friedrich, le voyageur contemplant une mer de nuages. C'est sûrement cette toile qui a contribué à ce que mettre un personnage face à l'immensité de la nature devienne un trope graphique surexploité sur Instagram, mais en même temps, il s'agit pas là de mettre juste une figure humaine pour donner une sensation d'échelle. Ici, c'est sa présence, son attitude face à ce qu'il surplombe, qui rend l'image romantique. Moi j'aime beaucoup une autre toile de Friedrich, beaucoup moins connue, Deux hommes contemplant la lune. Là encore, c'est leur attitude qui m'embarque dans l'image, leur attitude l'un envers l'autre. Je me sens avec eux, en train d'observer la lune, qui elle reste cependant bien le sujet du paysage. Et je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que j'arrive, est-ce que quelqu'un qui me connaît pas peut avoir cette empathie quand il ou elle regarde ces images que j'ai faites en Australie? Est-ce qu'une partie des sentiments ressentis à l'instant où j'ai pris cette image, avec deux amis proches et ma compagne, peut être transmise au lecteur qui observe cette photo? Est-ce que, juste en observant celle-ci, tu peux te sentir emporté au point de t'imaginer roulant avec nous sur la Great Ocean Road, vouloir soudain s'arrêter, sortir de la voiture pour regarder le coucher du soleil en silence? La personne présente ici d'ailleurs, pour info, c'est Lolo qui était dans cette vidéo. Alors oui, tu me diras que c'est peut-être un peu facile, qu'il suffit de mettre une personne sur ma photo et que la limite devient floue entre du portrait et du paysage. Ok, là je te parle effectivement de la façon cheap, mais pas vraiment, de mettre de l'émotion. Mais les images de photographes comme Salgado ou Ansel Adams, par l'esthétisme, le mouvement ou même le traitement, évoquent une émotion. Pas juste « oh c'est joli pour mes yeux ». Des combinaisons de couleurs qu'on n'attend pas peuvent donner cet effet. Des combinaisons de formes, des éléments isolés ou mis en avant. Je sais que ce point-là est particulier et il me faudrait bien plus de temps pour le développer, mais la leçon c'est, avant d'appuyer sur le déclencheur, et au final que tu aies devant toi un paysage ou quel que soit le genre que tu pratiques, la question que tu devrais te poser en tant que photographe, ça devrait toujours être « qu'est-ce que je veux raconter
avec mes images. Voilà, j'espère que tu as apprécié ces petites leçons que moi je me suis remis en tête en regardant les images du Japon. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire parce que ça aide au référencement de la vidéo apparemment, ou même tu peux me donner ton avis parce que je les lis les commentaires même si je n'ai plus le temps d'y répondre. Et puis bah si t'aimes ce genre de vidéo, bah tu t'abonnes et puis tu mets la cloche. Et puis on se retrouve très vite. See you mate, keep on creating.